Je m'appelle Padre del Valle et vous êtes sur Realidad Mexico. Aujourd'hui, nous n'allons pas dans un endroit que vous connaissez. Nous n'allons pas dans une ville bruyante ni dans un village magique digne d'une carte postale. Aujourd'hui, nous allons dans l'oubli, dans un coin perdu au cœur du Mexique. Au plus profond de la Sierra de Puebla, là où les routes s'arrêtent et où la civilisation n'est plus qu'un lointain écho, existe une communauté. Ne la cherchez pas sur Google Maps. Elle n'a pas de nom officiel. Les rares personnes qui connaissent son existence l'appellent la endogamia. Ou parfois, dans un murmure, El Pueblo de los Ojos Vacíos, le village aux yeux vides. Un lieu né d'un pacte, un pacte de sang et de silence. Depuis plus d'un siècle, ses habitants vivent isolés du monde, par choix, par peur, par une promesse faite à leurs ancêtres, une terrible promesse, se marier uniquement entre eux, frères avec sœurs, cousins avec cousines, oncles avec nièces, génération après génération, répétant le cycle, fermer le cercle de leur propre sang jusqu'à en faire une corde. Ils ne voyaient pas cela comme un péché. Ils voyaient cela comme une loi, la seule loi qui comptait. Une loi dictée non pas par Dieu, mais par la montagne elle-même. Une façon de se protéger du monde extérieur, du mal qui, selon leur fondateur, rôdait au-delà des collines. Ils croyaient que leur sang était pur, sacré. Mais le sang ne pardonne pas. La génétique est un juge implacable. Et son jugement approchait. Les enfants naissaient différents, avec des corps fragiles. Des esprits perdus dans le brouillard, avec une tristesse dans le regard qui ne correspondait pas à leur âge. Une tristesse vieille de plusieurs siècles. La mort n'était pas une tragédie, c'était une attente. Ils vivaient en attendant la fin de leur lignée, la fin de leur pacte, la fin de leur erreur. Cette histoire n'est pas une légende. Elle s'est produite. Elle se produit en ce moment même, alors que le reste du pays avance. Pendant que vous regardez cette vidéo, ils sont toujours là, piégés dans leur propre histoire. Cette histoire est la leur, de ceux qui sont nés condamnés, et de l'homme qui a osé briser le silence. Le médecin qui est venu dans la Sierra pour sauver des vies et qui a trouvé un endroit où la vie était une maladie incurable. Cette histoire va vous faire mal. Elle va vous mettre mal à l'aise. Elle vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la justice, la foi et la nature humaine. Mais c'est une histoire qui doit être racontée. Car le pire péché n'est pas celui qu'ils ont commis. Le pire péché est l'oubli. Si vous croyez que chaque vie compte, même celle qui s'éteint dans le coin le plus sombre du monde, abonnez-vous. Utilisez votre clic comme une lumière dans l'obscurité, comme un cri contre le silence qui les dévore. Votre abonnement est un acte de mémoire, un acte de justice. Pendant des décennies, le secret de la endogamia a été préservé, protégé par le brouillard, la montagne et la peur. Mais tout secret, aussi bien gardé soit-il, a toujours une faille. Une petite fissure par laquelle s'échappe la vérité. Un murmure, un cri au milieu de la nuit. Et cette fissure était sur le point de se briser. L'homme qui allait briser le silence n'est pas venu avec des armes, ni des lois. Il est venu avec un stéthoscope et une boîte de médicaments presque périmée. Il s'appelait Mateo Vargas. Docteur Mateo Vargas. Il avait 28 ans. Et une foi presque suicidaire en l'humanité. Il venait de terminer son service social. Alors que ses camarades cherchaient des postes dans des hôpitaux privés de Mexico, il demanda l'impossible. « Je veux le poste le plus éloigné que vous ayez. » Au ministère de la Santé, ils rirent. Personne ne demandait cela. Ils lui donnèrent une carte et une bénédiction ironique.
Sur le papier, l'endroit s'appelait San Cipriano de las Combres. Un nom que personne n'utilisait là-bas. Un poste vacant depuis 15 ans. Le dernier médecin n'est resté que 3 mois, l'avertit un fonctionnaire aux yeux fatigués. Il disait que la solitude le rendait fou. Matteo sourit. Il ne craignait pas la solitude. Il craignait l'indifférence. Le voyage fut une prophétie. 3 heures dans un bus qui sentait le vomi et la résignation. Puis 2 heures à l'arrière d'un camion, à côté de poulets et de sacs de maïs. Le chauffeur le déposa, là où la route de terre s'arrêtait. « Je ne peux pas aller plus loin, docteur, » lui dit-il sans le regarder dans les yeux. « Vous devrez continuer à pied. Suivez le sentier. Si vous ne vous perdez pas, vous y serez dans 4 heures. » Il ne lui a pas souhaité bonne chance. Personne ne le faisait. Matteo a mis son lourd sac à dos sur son épaule. L'un contenait ses vêtements, l'autre son équipement médical. Et il s'est mis en route. La montagne l'a accueilli dans un silence pesant. Un silence qui n'était pas synonyme de paix. C'était un fardeau. L'air s'est raréfié. Le soleil tapait fort, mais le vent était froid, coupant. Il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait pas de bruit d'insectes. Seul le bruit de ses propres bottes sur la terre sèche et les battements de son cœur dans ses oreilles. Il sentait qu'on l'observait. Depuis les arbres, depuis les rochers, depuis le ciel plombé. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était la montagne. Qui se réveillait, prenant note de l'intrus. Après 4 heures, qui lui semblèrent une journée entière, il la vit. La communauté. Ce n'était pas un village. C'étaient des huttes en adobe et en tôle, dispersées sur un petit plateau. Un filet de fumée s'échappait de certaines cheminées. Mais on ne voyait personne. Pas un enfant qui jouait, pas une femme qui lavait du linge, rien. Le silence ici était encore plus profond, plus hostile. Il trouva ce qui était censé être la clinique. Une cabane un peu plus grande que les autres, avec une porte qui pendait à un seul gond. À l'intérieur, de la poussière, des toiles d'araignée et le squelette d'une civière. Matteo posa ses affaires. L'odeur de renfermé et de pourri était accablante. Il passe le premier après-midi à nettoyer, balayant des décennies d'oubli. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs violentes, une silhouette apparut à la porte. Un vieil homme. La peau comme du cuir craquelé, les yeux, 2 puits sans fond. Il ne dit pas bonjour. Il le regarda simplement. Un regard qui ne jugeait pas. Il constatait simplement sa présence, comme quelqu'un qui regarde une pierre ou un arbre. « Que voulez-vous ici ?» demanda le vieil homme. Sa voix n'était qu'un murmure de feuilles mortes. « Je suis le nouveau médecin, » dit Matteo, essayant d'esquisser un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je viens vous aider. » Le vieil homme cracha par terre. « Nous n'avons pas besoin d'aide ici, » dit-il. « Nous avons seulement besoin qu'on nous laisse tranquilles. » Et il s'en alla. Il disparut dans l'ombre comme s'il n'avait jamais été là. Cette nuit-là, Matteo ne parvint pas à dormir. Le froid de la montagne lui transperçait les os. Mais c'était un autre froid qui le tenait éveillé. Le froid du rejet, de la solitude absolue. Les jours suivants furent identiques. Il ouvrait la clinique chaque matin. Il s'asseyait et attendait. Personne ne venait. Il décida de se promener dans la communauté. Avec sa mallette, tel un vendeur ambulant de santé, les gens se cachaient en le voyant. Les portes se fermaient à son passage. Les quelques visages qu'il apercevait à travers les vitres sales avaient tous la même expression, vide, apathique, et quelque chose d'autre. Une similitude troublante, les mêmes pommettes saillantes,
la même forme des yeux, la même mâchoire en retrait. C'étaient des variations d'un même visage. Un visage fatigué, un visage malade. Il vit les enfants. Ils ne couraient pas, ils ne criaient pas. Ils étaient assis sur le seuil des portes, regardant un point fixe au loin. Leur corps était petit, fragile. Leurs mouvements lents, maladroits. Dans leurs yeux, il n'y avait pas la curiosité de l'enfance. Il y avait un brouillard. Matteo pensa à la malnutrition, au manque d'iode, à l'eau contaminée. Son esprit cherchait des explications logiques, scientifiques. La vérité était beaucoup plus simple et beaucoup plus monstrueuse. La première fissure dans le mur du silence apparut au bout de 2 semaines. Au milieu de la nuit, des coups désespérés frappèrent à sa porte. C'était une jeune femme. Elle n'avait pas plus de 20 ans, mais son visage en paraissait 40. La peur était la seule chose vivante sur son visage. Dans ses bras, un paquet de couvertures. « Aidez-moi, s'il vous plaît », murmura-t-elle en entrant sans demander la permission. « Il ne respire pas bien. » Matteo l'emmena vers la civière improvisée. Il écarta les couvertures, et son sang se glaça dans ses veines. C'était un bébé, âgé de quelques mois à peine. Sa peau était presque translucide. Sa tête était étrangement petite. Ses yeux, très écartés, le regardaient sans le voir. Et ses pleurs, ce n'étaient pas des pleurs. C'était un gémissement aigu, faible. Le cri d'un petit animal blessé. Matteo sortit son stéthoscope. Le cœur du bébé battait à un rythme erratique, furieux, luttant pour continuer. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda la mère. Sa voix tremblait. Matteo ne savait pas quoi répondre. Il voyait des malformations qu'il n'avait lues que dans les manuels scolaires. Des syndromes extrêmement rares. « Qui est le père ?» demanda-t-il, presque par instinct professionnel. La femme baissa les yeux. Le silence devint lourd, pesant. « Il est d'ici », murmura-t-elle. « J'ai besoin de savoir », insista Matteo, avec une douceur qu'il ne ressentait pas. « Les antécédents familiaux sont importants. » La femme leva les yeux. Ses yeux se remplirent de larmes. Des larmes de honte, de résignation. « C'était mon frère. » La phrase tomba dans la pièce comme une pierre, brisant le silence, brisant tout. Matteo eut un vertige. La petite clinique sembla s'incliner. Frère. Soudain, tout s'expliquait. Les visages qui se ressemblaient, les corps fragiles, le brouillard dans les yeux des enfants, le pacte. Ce n'était pas une maladie, c'était un héritage. Le médecin regarda la mère, puis le bébé. Et pour la première fois, il comprit. Il n'était pas arrivé dans un endroit oublié de Dieu. Il était arrivé dans un endroit qui avait tenté de créer son propre Dieu et qui avait échoué. Le mot résonna dans le silence de la clinique. Frère. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une confession dramatique. C'était un fait, aussi simple et aussi brutal qu'une pierre. Matteo sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. L'odeur de l'antiseptique et de la poussière se mêla à un goût métallique dans sa bouche. Le goût de la peur. Ou de la vérité. Il regarda la femme. Elle s'appelait Rosa. Il l'apprit plus tard. Son visage ne trahissait aucune culpabilité, seulement une fatigue infinie. La fatigue de quelqu'un qui porte un secret trop lourd depuis trop longtemps. Puis il regarda le bébé, le petit être qui luttait pour chaque bouffée d'air. Le fruit d'un amour interdit, d'une loi enfreinte, ou d'une loi respectée, selon le point de vue. Depuis quand parvint à articuler Matteo. Sa propre voix lui semblait étrange. Depuis toujours.
répondit Rosa sans inflexion. Il en a toujours été ainsi. Matteo se força à réagir. Il était médecin, avant d'être juge, avant d'être témoin. Le bébé avait de la fièvre. Sa poitrine s'affaissait à chaque respiration. Une pneumonie, sans doute. Compliquée par tout le reste. Tout ce qui n'avait pas de nom. Il lui administra un antibiotique. Il lui appliqua des compresses froides. Il se battit. Il se battit pendant des heures contre un ennemi qu'il ne comprenait pas tout à fait. Un ennemi inscrit dans le code même de la vie de cet enfant. L'aube arriva sans pitié. Le bébé cessa de se battre. Son petit cœur, fatigué d'une bataille pour laquelle il n'était pas fait, s'est simplement arrêté. Le silence qui a suivi était plus terrible que n'importe quel cri. Matteo est resté immobile. Le stéthoscope froid posé sur la poitrine immobile de l'enfant. Il avait échoué. Il sentit un frisson lui parcourir le dos, malgré la chaleur qui commençait à envahir la cabane. Ses mains tremblaient. Pas de nervosité, d'impuissance. Rosa ne cria pas. Elle ne déchira pas ses vêtements. Elle s'approcha lentement. Elle prit son fils dans ses bras. Elle le berça avec une tendresse déchirante. Elle embrassa son front froid. « Il repose enfin », murmura-t-elle. Et elle sortit de la clinique, emportant avec elle le petit corps enveloppé dans des couvertures. Laissant Matteo seul avec l'écho de ses mots. Il repose enfin. Comme si la vie avait été un fardeau. Et la mort, une libération. Ce jour-là, Matteo n'attendit pas les patients. Tandis. Il savait que personne d'autre ne viendrait. Il partit à leur recherche. Pas en tant que médecin. Comme un fantôme parcourant l'enfer. Maintenant, il voyait. Les yeux grands ouverts par l'horreur, il voyait enfin. Chaque visage de la communauté était une carte de la même géographie génétique. Le même regard perdu. La même fragilité dans les os. Il trouva l'endroit où se trouvaient les autres enfants. Une sorte d'enclos humain. Il n'y avait pas de rire. Il n'y avait pas de jeu. Une douzaine d'enfants étaient assis sur le sol en terre battue. Certains se balançaient d'avant en arrière. Un rythme hypnotique, vide. Un garçon d'environ 10 ans regardait ses mains comme si elles ne lui appartenaient pas. Les doigts de ses deux mains étaient reliés par une membrane de peau. Comme les pattes d'un canard. Une fillette, âgée peut-être de 7 ans, ne parlait pas. Elle ne faisait qu'émettre un bourdonnement. Une seule note, constante, qui s'enfonçait dans le cerveau. Ses yeux, énormes mais sombres, ne fixaient rien. Un autre, plus petit, avait la colonne vertébrale tordue de manière impossible. Il rampait sur le sol comme un insecte blessé. Matteo eut un haut le cœur. Il s'appuya contre un mur en adobe. Le soleil lui tapait sur la nuque. Mais il avait un froid glacial. L'adobé rugueux lui transperçait le dos. Une douleur physique qui l'ancrait à la réalité. Il dut fermer les yeux et respirer profondément pour ne pas vomir. Personne ne semblait s'occuper d'eux. Ils étaient comme des plantes. Abandonnés là pour que le soleil et le temps fassent leur œuvre. Une femme âgée passa à côté de lui. « Ce sont les enfants de la montagne », dit-elle, comme si cela expliquait tout. Parfois, la montagne les réclame tôt. Il n'y avait aucune tristesse dans sa voix. Seulement une acceptation brutale. Matteo continua à marcher. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Il avait besoin de comprendre l'origine, le pourquoi. On lui indiqua la hutte du plus vieil homme de la communauté. Il s'appelait Bartholomé. Il avait presque 90 ans. Il était le petit-fils de l'un des fondateurs. Il était assis sur une natte, aveugle, à moitié sourd, mais avec l'esprit encore ancré dans un passé de fer. Matteo s'assit en face de lui. Il lui parle du bébé,
des autres enfants. Bartholomé écouta sans bouger. Lorsque Matteo eut terminé, le vieil homme sourit. Un sourire édenté, effrayant. « Nous avons conclu un pacte, » dit-il d'une voix rauque. Sa voix était poussiéreuse. Nos parents ont fui la guerre, la haine, la méchanceté des étrangers. Ils ont juré ici, sur cette montagne, que notre sang ne se mélangerait jamais à la pourriture du monde. Mais leur sang est en train de pourrir, dit Matteo, la voix tremblante de rage contenue. Le sang ne pourrit pas. Le sang appelle le sang, répliqua le vieil homme avec une certitude terrifiante. C'est la loi, plus ancienne que la vôtre, plus ancienne que votre Dieu. C'est une loi qui les tue. Mieux vaut mourir ici, parmi les nôtres, que vivre là-bas, contaminé, déclara Barthélemy. Nous sommes purs. Ce qui nous arrive est la volonté de la montagne. Un sacrifice. Tout en parlant, le vieil homme leva la main pour montrer l'extérieur. Matteo vit sa main. Il lui manquait le petit doigt. Et l'annulaire et le majeur étaient fusionnés en un seul doigt, épais et déformé, la même malformation qu'il avait vue chez l'un des enfants de l'enclos. L'héritage. La condamnation, visible à travers 3 générations. Matteo se leva d'un bond. L'air dans la hutte était irrespirable. Il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. Il sortit en trébuchant, cherchant le ciel, cherchant de l'air pur. Le soleil l'aveugla un instant. Il toucha ses propres mains, ses 5 doigts, sentant la forme normale de ses os comme si c'était un miracle. Son errance sans but le conduisit à la lisière de la communauté, à un petit champ rempli de pierres. Ce n'était pas un champ cultivé. C'était le cimetière. Il n'y avait pas de croix. Il n'y avait pas de nom. Seulement des pierres enfoncées dans la terre. Des centaines. Et la plupart étaient petites. Trop petites. Le cœur de Matteo s'arrêta. Chaque pierre était un bébé. Un enfant qui n'avait pas pu grandir. Un sacrifice pour la montagne. Un holocauste silencieux, génération après génération. Il vit un monticule de terre fraîche, avec une petite pierre fraîchement enfoncée. Et à côté, assise par terre, se trouvait Rosa. Elle regardait la tombe de son fils, de son neveu. Elle ne priait pas. Elle ne pleurait pas. Elle était simplement là, en silence, attendant, peut-être son tour, peut-être tout simplement le néant. À ce moment-là, Matteo comprit. Son stéthoscope ne servait à rien ici. Ses antibiotiques étaient inutiles. Il ne pouvait pas guérir une histoire. Il ne pouvait pas soigner un pacte. La maladie n'était pas dans leur corps. Elle était dans leur âme, dans les fondements mêmes de leur monde. Il ne pouvait pas les sauver tout seul. Il devait révéler le secret de la montagne. Révéler l'horreur au monde qu'il haïssait tant. Car seul le choc, seule la lumière brutale de la vérité, pouvait briser le cycle. Cette nuit-là, dans la solitude glaciale de la clinique, Matteo prit une décision. Il deviendrait le traître dont ils avaient besoin. Celui qui romprait la promesse. Celui qui invoquerait le seul pouvoir plus fort que leur loi. Le scandale. L'origine de la folie n'est jamais une explosion. C'est une graine. Une petite graine de peur plantée dans le sol fertile de la douleur. La graine de San Cipriano de las Cumbres a été semée il y a plus de 100 ans, dans le feu et le sang de la Révolution. Les fondateurs n'étaient massés pas des monstres. C'étaient des survivants. 4 frères et sœurs. La famille Morales. 3 hommes et une femme. Ils avaient tout perdu. Leur ranch brûlé par les fédéraux, leurs parents pendus par les révolutionnaires. Ou l'inverse. Personne ne s'en souvenait plus. La brutalité n'a pas de camp. Ils ont vu le monde et n'y ont trouvé que de la haine, de la trahison,
de la violence. Le monde extérieur, comme il l'appelait, était un enfer. Un endroit où les frères tuaient leurs frères pour un morceau de terre ou une idée. Ils ont décidé de fuir l'histoire elle-même. Ils trouvèrent ce plateau isolé dans la Sierra de Puebla. Inaccessible, oublié, une toile vierge. Là, ils prêtèrent bastin serment, un serment de sang sur la terre froide de la montagne. Plus jamais ils ne feraient confiance aux étrangers, plus jamais ils ne laisseraient la corruption du monde toucher leur famille. Leur sang était la seule chose pure qui leur restait, et ils le protégeraient. Au début, l'idée était simple. Survivre, reconstruire. Mais la solitude est une étrange conseillère. L'isolement est devenu leur religion. La première génération est née de la peur, pas de l'inceste. Les frères Morales ont épousé les quelques Indiens de la région qui ont accepté de se joindre à eux, mais le souvenir du traumatisme était puissant. Leurs enfants ont grandi en entendant les mêmes histoires. Le monde extérieur est mauvais. Notre sang est sacré. L'extérieur est un poison. Le problème est apparu avec la deuxième génération. Ils étaient peu nombreux. Et la peur de l'autre était déjà gravée à jamais dans leurs âmes. Les jeunes considéraient leurs cousines non pas comme des membres de leur famille, mais comme leurs seules options possibles. Le premier mariage entre cousins germains fut une décision pragmatique, célébrée comme une victoire, une preuve de leur engagement envers le pacte. « Le sang reste à la maison », déclara le patriarche, l'aîné des Morales. Et cette phrase devint loi. La montagne l'approuva en silence. La troisième génération alla plus loin. Le tabou s'était affaibli. Le besoin était plus fort. Ou la coutume. Un frère tomba amoureux de sa sœur. Personne ne vit cela comme une horreur. Ils y virent l'expression ultime de leur foi. Le cercle parfait, le sang retournant à son origine. Sans être contaminé. Ce premier enfant issu d'un inceste direct fut célébré comme un prophète. Un enfant né de sang pur. Mais l'enfant n'était pas un prophète. Il était né avec une fente labiale et un souffle cardiaque. Ils l'appelèrent une épreuve de la montagne. Un signe que leur foi devait être encore plus forte. La logique avait volé en éclats. La superstition était désormais le seul moteur. Chaque nouvelle malformation n'était pas un avertissement. C'était une exigence de plus grande pureté, de plus grand isolement. Si un enfant naissait malade, ce n'était pas à cause du sang, c'était parce que quelqu'un avait eu des pensées impures. Parce que quelqu'un avait regardé le monde extérieur avec envie. La communauté est devenue une prison de regard. Tout le monde surveillait tout le monde, à la recherche de la faille dans la foi de l'autre. La faute n'incombait pas au système qu'ils avaient créé, la faute incombait toujours à l'individu qui doutait. La mort infantile s'est normalisée. La montagne l'a réclamée. Il n'était pas assez fort pour notre lignée. Des phrases qui se répétaient comme un chapelet macabre. Ils ont transformé la tragédie génétique en une épreuve spirituelle. Les corps faibles étaient des âmes impures. Et leur mort était une purification. Ils ont cessé de compter les morts. Ils ne comptaient que ceux qui survivaient. Et ceux qui survivaient transmettaient la condamnation. Le gène récessif, au départ une rareté, est devenu la norme. Le défaut est devenu l'héritage. Toute tentative de fuite était punie. Une fois, un jeune homme a tenté de s'enfuir avec une femme d'un village voisin. Ils ont été retrouvés, lui a été ramené. Il a été enfermé dans une cabane jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. C'est-à-dire jusqu'à ce que son esprit soit brisé. Quant à elle, personne ne l'a jamais revue. La leçon était claire. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a qu'un seul chemin, vers l'intérieur
vers l'autodestruction. Ils ont oublié comment lire. Ils ont oublié l'argent. Ils ont oublié le nom du pays auquel ils appartenaient. Leur seul livre était le souvenir déformé de leurs ancêtres. Leur seule loi, le pacte. Et leur seul avenir, l'extinction. Ils vivaient dans une bulle où le temps s'était arrêté, attendant une fin qu'ils avaient eux-mêmes écrite. Sans savoir qu'un jeune médecin, avec une foi naïve dans la science et l'humanité, était sur le point de faire éclater cette bulle pour toujours, avec l'arme la plus dangereuse de toutes, la vérité. La descente de Matteo était une fuite. Il ne regarda pas en arrière. Il courut sur le trottoir, trébuchant, les poumons en feu. Ce n'était pas la peur des montagnards qui le poussait. C'était le poids de ses fantômes. Le bébé qui était mort dans ses bras. Les enfants aux yeux vides. Les petites tombes sans nom. À chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner, il sentait qu'il s'enfonçait davantage dans cette horreur. Il arrive au bout du chemin de terre, sale, déshydraté, avec le regard d'un homme qui en a trop vu. Il réussit à trouver un pick-up pour l'emmener au village le plus proche. Le conducteur le regarda dans le rétroviseur. « Vous venez de là-haut, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Ça se voit sur votre visage. » Matteo ne répondit pas. Le village était un choc de vie bruyante. Des voitures, de la musique, des gens qui riaient. Il se sentait comme un étranger, un voyageur venu d'un autre siècle. Son premier arrêt fut la mairie. Il entra directement sans s'arrêter. Il avait l'air d'un fou, des vêtements sales, une barbe de 3 jours, des yeux fiévreux. Une secrétaire leva les yeux de son téléphone portable. Elle le regarda de haut en bas avec mépris. « Que puis-je pour vous ?» dit-elle, sur le ton de quelqu'un qui chasse une mouche. « Je dois voir le maire. »« C'est urgent. Une crise humanitaire, » dit Matteo à bout de souffle. La femme eut un petit rire. « Le maire est occupé. Si vous voulez le voir, remplissez le formulaire C12 et attendez. Cela peut prendre quelques semaines. » « Je n'ai pas plusieurs semaines. Des gens sont en train de mourir. Des enfants. » Sa voix se brisa. La femme soupira, agacée. « Écoutez, monsieur, peu importe. Tout le monde a une urgence. Si vous n'avez pas de rendez-vous, je ne peux rien faire. » Un homme âgé, un fonctionnaire subalterne avec une moustache tachée de café, passa la tête par une porte. « Que se passe-t-il ici, Genoveva ?» Cet homme dit que des gens sont en train de mourir. « Là-haut, » dit-elle en montrant vaguement les montagnes. L'homme s'approcha de Matteo. Il sentait le vieux papier et la défaite. « Voyons, expliquez-moi, » dit-il sans grand intérêt. Matteo essaya de mettre de l'ordre dans ses idées. Il lui parle de la communauté, de l'isolement, de l'inceste, des malformations génétiques, des morts. Le fonctionnaire l'écoutait en clignant lentement des yeux. « Je comprends, » dit-il finalement, même s'il était évident qu'il ne comprenait rien. « Mais ces personnes ont-elles des actes de naissance? Sont-elles inscrites au registre? Elles n'ont rien. Elles n'existent pas pour le gouvernement. »« C'est là le problème, docteur, » dit l'homme avec un sourire de fausse compassion. Sans acte de naissance, la personne n'existe pas officiellement. Nous ne pouvons pas intervenir. Légalement, c'est un terrain vague avec des gens qui ne sont pas des gens. Pas pour nous. Matteo sentit un frisson lui parcourir la peau. Le bureau, avec ses murs jaunis et sa lumière fluorescente qui clignotait, lui donna soudain l'impression d'être une tombe. Le bourdonnement de la climatisation était le seul bruit, un murmure indifférent qui étouffait son désespoir. Que dois-je faire alors? Aller à la juridiction sanitaire.
C'est une question de santé, n'est-ce pas? Ils sauront vous aider. L'homme lui donna une tape sur l'épaule et retourna dans son bureau. La porte se referma dans un léger grincement. Matteo se retrouva seul au milieu du couloir. C'était un refus clair, bureaucratique. Impossible à contester. Il l'avait écarté pour une raison technique. Sa prochaine étape était la juridiction sanitaire de la capitale de l'État. Il lui fallut 2 jours pour obtenir un rendez-vous avec un directeur adjoint. Un homme élégant, vêtu d'un costume impeccable et arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le même qu'il avait envoyé dans les montagnes. « Docteur Vargas, quelle surprise !» dit-il en lui indiquant un fauteuil en cuir. « Je pensais que vous profitiez de l'air pur de la montagne. » Le bureau sentait le café cher et la lotion après rasage. Matteo, toujours vêtu de ses habits de voyage, se sentait sale, déplacé. Il exposa à nouveau son cas, cette fois-ci de manière plus ordonnée. Avec des termes médicaux. Il parla de syndrome, de la fréquence des gènes récessifs, du taux de mortalité infantile. Il présenta ses notes, un cahier rempli d'observations et d'horreurs. Le directeur adjoint écoutait attentivement, acquiesçant de temps à autre. Lorsque Matteo eut terminé, il se cala dans son fauteuil. Il joignit le bout de ses doigts. « Docteur, j'apprécie énormément votre zèle professionnel. Vraiment, commença-t-il d'un ton paternaliste qui retourna l'estomac de Matteo. Mais vous devez comprendre la complexité de la question. La complexité réside dans le fait que les enfants naissent pour mourir, répliqua Matteo. Oui, mais nous parlons d'une communauté isolée, avec ses propres coutumes. La loi est très claire et très délicate en matière d'autodétermination des peuples et de leurs us et coutumes. Intervenir pourrait être considéré comme une agression culturelle. Appeler culture l'inceste systématique et la mort? C'est une blague? Ce n'est pas une blague, docteur. C'est de la politique. Imaginez le scandale. Le gouvernement intervient par la force dans une communauté indigène. Ce serait un désastre en termes de relations publiques. Ce que vous décrivez est terrible, oui. Mais cela ne correspond pas à nos protocoles. Le directeur adjoint se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la ville. « Faites ceci, » dit-il en lui tournant le dos. « Rédigez un rapport détaillé, très détaillé. Joignez-y vos notes. Nous le soumettrons au comité de bioéthique. Ils analyseront le cas. Et en attendant, je continue à compter les morts ?» L'homme se retourna. Son visage était un masque de patience professionnelle. En attendant, docteur Vargas, suivez les procédures. Le système fonctionne, mais il est lent. Nous ne pouvons pas agir sous le coup de l'impulsion. Matteo se sentit pris de vertige. La climatisation semblait lui voler son oxygène. Il vit le stylo en or sur le bureau de l'homme, la brillance de ses chaussures parfaitement cirées, des détails d'un monde qui n'avait aucun rapport avec la réalité des cabanes en adobe et des enfants difformes. La rage lui monta à la gorge, une boule de feu qu'il dut ravaler. Il l'enterrait sous la paperasse. Ils archivaient l'horreur. Il sortit sans dire au revoir. Désespéré, il se rendit au ministère public. Si ce n'était pas un problème de santé ou de politique, cela devait être un crime. Maltraitance infantile, homicide par omission, privation de liberté. Le procureur qui l'a reçu était un homme gros et en sueur, avec une pile de dossiers qui menaçait de s'effondrer sur son bureau. Il n'a même pas levé les yeux lorsque Matteo a commencé à parler. Et les enfants meurent. Ils meurent tout simplement, et personne ne fait rien, a conclu Matteo, la voix brisée. Le procureur a laissé échapper un bâillement qu'il n'a pas pris la peine de dissimuler. « Docteur,
dit-il en le regardant enfin. Ses yeux étaient petits et rusés. Y a-t-il des corps? Ils sont enterrés là-bas. Des centaines de tombes. Avez-vous procédé à des exhumations? Avez-vous un rapport médico-légal? Je suis médecin, pas policier. Je suis allé sauver des vies, pas déterrer des morts. Alors vous n'avez pas de preuves. Ce ne sont que vos paroles, dit le procureur en prenant un dossier. Écoutez, pour qu'il y ait homicide, il faut un corps et une cause de mort non naturelle. Ce que vous décrivez est triste. Mais ce n'est pas un crime que je peux poursuivre. Ce sont des gens qui vivent comme ils veulent vivre. Ils ne veulent pas vivre ainsi. Ils sont condamnés dès leur naissance, s'écria Matteo en frappant le bureau. Le procureur resta impassible. Vous avez parlé d'une femme qui a disparu, se souvint-il soudainement en parcourant ses notes. Celle qui est partie avec le jeune homme qui a tenté de s'échapper. Oui. Personne ne l'a revue depuis. Elle a probablement été tuée. Le procureur acquiesça lentement, comme s'il venait de trouver la solution parfaite pour se débarrasser de lui. Eh bien, maintenant, c'est une affaire de personnes disparues, dit-il, le regard perdu dans un écran. Cela relève d'une autre instance. Le parquet chargé des disparitions. Remplissez le formulaire 2B bis au guichet 4. Ils s'en occuperont. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers. À la trier. À l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Matteo se sentit vide. Il sortit du bâtiment et resta debout sur le trottoir. Les voitures passaient à toute vitesse. Les gens marchaient rapidement, absorbés par leur téléphone, par leur vie. Il se sentit plus seul qu'au sommet de la montagne. Là-haut, la solitude était silence. Ici, c'était du bruit. Un bruit assourdissant qui ignorait son cri. Le système n'était pas défaillant. Il fonctionnait parfaitement. Son rôle était de se protéger lui-même, de maintenir le statu quo, d'éviter les problèmes. Et lui et les enfants de la montagne étaient un problème. Il s'assit sur un banc. S'assit. Le soleil de l'après-midi lui tapait sur le visage. Il était vaincu. Et à ce moment de défaite totale, il se souvint de sa dernière option. L'arme des désespérés. Le scandale. Il chercha dans son téléphone. Il trouva le numéro d'un journal local, d'un journaliste d'investigation connu pour être un chien de chasse, un homme appelé Ricardo Mena. Il composa le numéro. Sa main tremblait. « Mena ?» dit-il lorsqu'on lui répondit. « Oui. Qui est à l'appareil ?» La voix était rauque, méfiante. « Je m'appelle Matteo Vargas. Je suis médecin, dit-il. Et j'ai une histoire qui va faire que tout ce fichu pays s'arrêtera pour écouter. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, pour la première fois depuis des jours, une étincelle d'intérêt. « Je vous écoute, docteur. Commencez par le début. » Ricardo Mena n'était pas un héros. C'était un journaliste. Et parfois, c'est plus utile. Il flaira l'histoire comme un requin flaire le sang. La publication du premier article fit l'effet d'une bombe. Le pacte de l'inceste. La communauté secrète de Puebla où la mort est un héritage. Le titre a explosé sur les réseaux sociaux. L'indifférence bureaucratique ne peut survivre à l'examen public. Le maire, qui n'avait pas le temps, a soudainement convoqué des conférences de presse. Le sous-directeur de la santé, qui parlait de us et coutumes, a été muté à un poste administratif sans fenêtre. Le procureur qui réclamait des corps a envoyé une armée d'experts. Le système, qui avait tenté d'archiver l'horreur, se précipitait désormais pour apparaître sur la photo.
Des hélicoptères sont arrivés. Des camionnettes arborant les logos du gouvernement sont arrivées. Des journalistes du monde entier sont arrivés. Ils ont brisé le silence de la montagne avec le rugissement de leurs moteurs et la vanité de leurs intentions. Pour les habitants de San Cipriano, c'était comme une invasion extraterrestre. Ils ont vu des hommes en combinaison blanche déterrer leurs morts. Ils ont vu des psychologues essayer de parler à des enfants qui ne connaissaient pas le langage du réconfort. Ils ont vu les caméras. Toujours les caméras. Braquées sur leur visage, à la recherche d'une larme, d'un geste de douleur qui se vendrait bien. Ils les ont séparés. Les enfants les plus gravement atteints ont été emmenés dans des hôpitaux de la ville. Dans un monde de lumière vive et de machines qui bipaient. Un monde qu'ils ne comprenaient pas et qui les terrifiait. Certains se sont rétablis. D'autres sont simplement morts dans un endroit étrange, entourés d'inconnus. On a essayé de rééduquer les adultes. On leur a parlé de génétique à l'aide de schémas qu'ils ne comprenaient pas. On leur a parlé de lois qui n'avaient aucun sens pour eux. On leur a proposé des maisons dans d'autres villages, des emplois, une nouvelle vie. Mais on ne peut pas transplanter un arbre qui a poussé pendant 100 ans dans la même terre tordue. La plupart sont revenus vers les ruines de leur monde. Le pacte avait été rompu. La loi était détruite. Mais ils n'avaient rien pour la remplacer. Ils sont restés suspendus dans les limbes. Ils n'étaimassaient plus la communauté du pacte. Mais ils ne faisaient plus partie du monde extérieur non plus. Ils n'étaient plus que des vestiges. Matteo Vargas n'est pas revenu. Il ne pouvait pas. L'histoire était devenue son identité et sa prison. On l'invitait à des conférences, on lui décernait des prix. Il parlait devant des auditoires combles de l'éthique médicale et de la responsabilité sociale. Mais la nuit, dans la solitude de ses chambres d'hôtel, il continuait à voir les yeux de Rosa. Il entendait encore les faibles pleurs du bébé. Il ressentait encore le froid des petites tombes sans nom. Il avait gagné. Il avait sauvé ceux qui restaient. Mais il se sentait comme l'homme qui brûle une maison pour tuer les termites. L'histoire de San Cipriano de las Cumbres n'a pas de fin heureuse. Parce que ce n'est pas un conte. C'est un miroir. Un miroir qui nous montre à quel point la peur peut facilement se transformer en folie. Et à quel point la civilisation peut facilement ignorer l'horreur qui grandit dans ses propres fissures. Aujourd'hui, si vous allez dans la Sierra, vous pouvez encore trouver le plateau. Les cabanes sont toujours là. Certaines sont habitées par les plus âgés, ceux qui ont refusé de partir. Ils vivent en silence, dans l'attente. Et si vous regardez attentivement au centre de la communauté, vous verrez un lampadaire. Un seul lampadaire que le gouvernement a installé comme symbole de progrès. Il n'est connecté à rien. Il n'a pas de câble. Il n'éclaire pas. Ce n'est qu'un poteau en béton et en métal, enfoncé dans le sol comme une pierre tombale. Un monument parfait à l'indifférence. Un témoignage silencieux du jour où le monde a découvert l'enfer, l'a photographié, puis a changé de chaîne. Je suis Padre del Valle et rendez-vous dans le prochain Realidad Mexico.